Bonjour Mathilde Larère, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et chroniqueuse pour les sites Arrêt sur Image et Mediapart, mais surtout, vous êtes historienne des révolutions, au pluriel, et de la citoyenneté, comme vous le dites si bien sur votre compte Twitter. Et avec la journaliste Aude Loriot, vous venez de publier aux éditions du Détour Des intrus en politique, femmes et minorités, domination et résistance. On va y revenir, mais d'abord une question. Notre revue s'appelle Regard. C'est quoi le regard de Mathilde Larère aujourd'hui ? C'est le regard d'une historienne de gauche. Finalement, un peu tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que j'ai un regard d'historienne, c'est-à-dire que je regarde vachement en mobilisant tout ce que je sais du passé, ce qui m'aide à comprendre le présent, ce qui est quand même le propre de l'histoire, mais foncièrement de gauche, ce qui me fait choisir ce que je regarde positivement ou négativement. Et ça, c'est compatible, du coup, d'être historienne et d'avoir un appareillage partisan. Bah, ça n'empêche pas. Déjà, il y a des éléments sur lesquels je ne mobilise pas l'histoire. Et par ailleurs, à partir du moment où j'interviens en historienne avec un protocole scientifique qui est solide, je reste historienne. En fait, l'histoire, c'est une science politique. Il y a une histoire de gauche et une histoire de droite. Dire que l'histoire est neutre, c'est une grande arnaque pour faire souvent passer de l'histoire de droite, en général. Donc pour moi, c'est complètement compatible, surtout si on affiche clairement la couleur. Il y a un côté honnête. Alors, vous venez de publier un livre sur la question des minorités et notamment sur la question égalité homme-femme. Alors, il y a une ministre qui est censée s'occuper de l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, je dis une ministre, c'est même pas une ministre, c'est une secrétaire d'État en fait. C'est Marlène Schiappa. Alors, est-ce que vous trouvez qu'elle fait du bon boulot ? Ça dépend sur quoi. C'est-à-dire que de toute façon, pour faire du bon boulot, il faudrait qu'elle ait un budget, ce qu'elle n'a pas vraiment. Donc, elle a des prises de position qui s'insèrent dans un discours féministe. Et par exemple, ce qu'elle dit sur Gérald Darmanin, parce que bon, ce qu'elle dit sur l'affaire Duval, elle parle de féminicide. Ça, je veux bien que ça soit relativement féministe. Mais quand elle parle de Gérald Darmanin... Non, bah là, oui, elle botte en touche et elle se... Après, bon, ok, l'indépendance de la justice, la présomption d'innocence, l'habeas corpus, je veux bien. Maintenant, de fait, un ministre du gouvernement est poursuivi pour viol. On attendait quand même un peu la ministre des droits de la femme là-dessus, quoi. Enfin, la secrétaire d'État des droits de la femme là-dessus. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus ? Qu'est-ce que pourrait faire un ministre, en l'occurrence ? Si je vous nommais demain, par exemple, ministre de l'égalité homme-femme, vous feriez quoi ? Non, mais déjà, j'irai chercher avec les dents du fric. Parce qu'il faut des budgets, il faut aider les associations. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Les affichages, on va lutter contre, on va lutter, c'est bien. Enfin, c'est mieux que pas. Mais de fait, il y a un moment où l'absence d'argent pose un certain nombre de problèmes. Alors justement, du fric... Et puis, je ferai sauter la plupart des lois, parce que toutes ces lois libérales, Macron, etc., on sait très bien qu'elles ont des conséquences bien pires pour les femmes. Donc on ne peut pas d'un côté les soutenir et de l'autre dire qu'on soutient la cause des femmes. Mais justement, plus précisément, vous dites que vous allez chercher du fric et que vous les donnerez à des associations. Mais elles feraient quoi, ces associations ? Mais il y a 1 milliard. Enfin, le problème, c'est qu'il y a tellement de choses entre l'aide aux femmes battues, créer des structures d'accueil. Chacune a son domaine, parce que forcément, l'association, elle intervient dans un domaine propre. Donc, il y a énormément de choses à faire. Alors, dans votre bouquin, vous parlez de solutions qui ne sont pas que des solutions qui nécessitent du fric, comme vous dites. Vous parlez des solutions justement pour mettre fin à l'inégalité entre les hommes et les femmes. Vous parlez de la mise en place de binômes paritaires dans les lieux de pouvoir, de quotas, de tirage au sort, d'une mise en place d'une crèche dans l'Assemblée nationale. Est-ce que Alors, vous le y truc, croyez ? c'est que les solutions qu'on a mises dans le bouquin sont les solutions dont nous parlaient les gens qu'on a interviewés. C'est-à-dire que des politiques et des solutions qu'ils avaient prises ou qu'ils essayaient de prendre. On n'a pas rendu compte forcément des solutions qu'on penserait nous meilleures. Donc, c'est un bouquin qui repose sur des entretiens et qui rend compte des solutions testées, éprouvées, parfois ratées. Donc, c'est pas ma solution. En plus, alors, qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, des binômes paritaires ? Les binômes paritaires, c'est super, à condition que dans le binôme paritaire, ce soit pas juste un homme et une femme, et en fait, la femme fait fonction de secrétaire de l'homme. En fait, c'est tout le problème de la parité, mais de façon générale, c'est que quantitativement, c'est bien de faire 50-50, mais après, il faut que ce soit qualitatif. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on montre aussi, il y a effectivement maintenant presque autant de femmes, mais si les femmes ont toujours les fonctions subalternes ou on les relègue aux délégations santé, petite enfance, éducation, ce qui est censé être féminin, c'est tout doux, tout ça,
ça va pas et que les hommes se réservent le régalien, les finances, voilà. Donc le qualitatif est très important et il faut pas s'en tenir simplement à la simple 50-50, ça ne suffit pas. Oui, donc du coup c'est plutôt une question d'éducation et de formation des politiques, non? Enfin, mais est-ce que vous pensez pas que c'est peine perdue avec les politiques? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est pas l'éducation tout entière qu'il faudrait revoir? Parce que c'est un peu ce que vous dites dans votre livre. Évidemment qu'il faudrait tout revoir. Après, quand tu me demandais quel est mon regard, il y a un troisième regard que j'ai. Moi, j'ai foncièrement un regard optimiste. Ça c'est un côté un peu, des fois, ravi de la crèche, mais j'ai toujours tendance à penser que ça peut s'améliorer. Donc non, je ne pense pas que ce soit perdu. C'est pas pour ça que c'est pas difficile. Mais est-ce que c'est pas plus facile de s'attaquer à la société qu'aux politiques? C'est-à-dire que mettre en place des formations dans les partis politiques, est-ce que ça paraît pas complètement, beaucoup plus compliqué en gros de revenir sur des choses qui sont ancrées dans le cerveau de ce que vous appelez les mâles dominants, blancs, etc. que de s'attaquer, genre par exemple, à la population tout entière. J'ai l'impression que c'est plus facile, moi. Mais je suis pleinement d'accord. Le problème, c'est que là, on faisait un bouquin. Si tu veux, c'est l'objet du bouquin qui nous enferme là-dedans. Donc évidemment que le travail, d'ailleurs on le dit, hein, il est en amont, et la plupart des gens qu'on a interrogés le disent aussi, le travail il est en amont, il est dès l'école, il est dès la primaire, il est dès la maternelle, il est qu'on donne des poupées aux filles et des voitures aux garçons. Enfin, il y a énormément de choses à faire en amont. Après, nous, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du monde politique. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question des formations. Cela étant dit, ça marche, hein, parce que malgré tout, les politiques, ils sont de plus en plus formés et ça fait quand même diminuer la plupart des attaques. Pas forcément parce qu'ils ne le pensent plus, mais parce qu'ils savent qu'ils vont se faire attaquer là-dessus. Donc ils savent quels sont les mots qui sont ou pas sexistes, misogynes, homophobes, racistes. Alors, vous n'avez pas utilisé l'écriture inclusive pour le titre de votre ouvrage. Ce n'est pas des intrus et des intruses en politique. Vu le sujet du livre, j'imagine que c'est délibéré. Pourquoi ce choix? C'est un choix éditorial, en fait. Nous, on en a pas mal discuté avec les éditeurs. Après, c'est compliqué parce qu'il n'y avait pas de correcteur. C'est vachement plus cher, je crois, les correcteurs pour faire de l'écriture inclusive. Okay. Et donc, soit on mettait tout en écriture. À un moment, on s'est dit on met tout en écriture inclusive, mais c'était compliqué à faire. Hein, on n'a pas trop l'habitude. On aurait pu faire le titre, je suis d'accord, mais je crois que ça a été... Là, c'est une question éditoriale pour j'exagère peut-être en disant ça, mais pour vendre mieux, pour pas s'enfermer dans... Parce que justement, en mettant une écriture inclusive, ça fait tout de suite le truc militant, etc. Alors que là, il y avait quand même l'envie de faire une enquête assez large et donc de ne pas tendre quelques bâtons pour se faire battre. Déjà que la plupart des choses qu'on dit... sont quand même assez... il y a des prises de position, même si on a le plus possible essayé de garder une forme de neutralité. Donc, le titre en rajoutait. Alors, vous vous dites spécialiste des révolutions au pluriel. Justement, une révolution des femmes, des personnes LGBT, des personnes racisées, en gros, une révolution des minorités. C'est pas ça la solution ? Sauf que pour justement avoir pas mal travaillé sur les révolutions, le propre des révolutions, c'est d'agréger des groupes très très différents. Et les révolutions... Ça, c'est différent quand même, les femmes, les LGBT, les personnes racisées. Oui, mais elles sont toutes dans des situations de minorité, c'est-à-dire que la révolution, elle se fait quand on regarde les phénomènes révolutionnaires, bourgeoisie et classe populaire s'allient, cléricaux et laïcs s'allient. Il y a toujours des alliances et des fusions de contraires dans les... les Noirs, les femmes et les homosexuels, ça va faire beaucoup, hein, si jamais tout le monde s'allie. Hein, ça peut faire 60% de la population. Ah non, mais que ça fasse quelque chose et que ce soit utile, certes, est-ce que ce sera une révolution? Ça, je ne sais pas. Et c'est le terme qui me pose problème, c'est-à-dire qu'on utilise révolution dès qu'on veut faire un changement un peu important, on utilise le terme de révolution. Sauf qu'une révolution, c'est un peu plus que simplement un changement un peu important. Maintenant, si on veut accepter effectivement un terme moins politique, moins précis à révolution, de fait, en inversant toutes ces dominations, en mettant fin à toutes ces discriminations, on aura quelque chose que l'on peut appeler de révolutionnaire, c'est sûr. Après, c'est compliqué parce que... Mais alors, on peut peut-être agréger d'autres catégories de la population à femmes, LGBT, personnes racisées. Par exemple, ouvriers, ça, c'est sûr que... Ouvrir la définition mais de la d'ailleurs, domination. dans le bouquin, on parle... moi, j'y tenais particulièrement, et au dossier, on parle beaucoup des classes populaires, hein, parce que, en fait, actuellement, on parle beaucoup des femmes, des minorités, hein, mais la grosse minorité à l'Assemblée actuellement, c'est les classes populaires et c'est les ouvriers. Il n'y en a plus. Je veux dire... autant quand la nouvelle Assemblée a été élue, tout le monde était là à se féliciter. Et je comprends
comprends et j'y participe, qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait plus de racialisés. Mais il fallait hurler sur le fait qu'il y a plus de représentation des classes ouvrières et plus généralement des classes populaires. Et d'après vous, Mathilde Larère, on est dans une période révolutionnaire? Non, on n'est pas du tout dans une période révolutionnaire. Vous n'êtes pas très optimiste alors? Bah, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas. Mais et on n'est pas dans une... Enfin, de toute façon, si on était là dans une période révolutionnaire, tu ne serais pas en train de m'interroger dans mon salon. Il y aurait des clubs de discussion, on parlerait, enfin, ce serait autrement plus intéressant. Alors, pré-révolutionnaire. Eh ben, alors ça, le problème, c'est que ça, c'est une question qu'on pose toujours aux historiens de la Révolution, et l'historien de la Révolution est incapable de répondre à ça, parce que finalement, ce qu'on appelle une période révolutionnaire, c'est la période qu'il y a avant une révolution, donc il faut qu'il y ait une révolution pour qu'on puisse caractériser une période de pré-révolutionnaire. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans n'importe quelle période pré-révolutionnaire, on peut très bien le trouver à d'autres moments d'histoire sans que ça ait débouché sur une révolution. Donc, en fait, souvent, les périodes pré-révolutionnaires sont des périodes de crise, de fragilisation du pouvoir, d'agitation des esprits, etc. Mais ça, on le trouve à plein de reprises et ça ne débouche pas forcément sur une révolution. Donc, ça n'est pré-révolutionnaire que parce que l'historien sait, et tout le monde sait qu'après il y a une révolution. Donc c'est impossible de dire si on est dans une période révolutionnaire. Si jamais il y a une révolution, et je t'avoue que là j'ai un peu quand même du mal à y croire, c'est plus dur de faire une révolution en démocratie. Les révolutions, ça fait plutôt tomber des dictatures. Mais bon, admettons, s'il y a une révolution, on dira « Ah, c'est une période pré-révolutionnaire » et on ira chercher, dans une démarche très téléologique, tous les fils qui montrent que c'était prévisible avant. Mais en fait, sur le moment, c'est impossible de savoir. Alors, dans 4 mois même, pardon, on sera en mai 2018, donc 50 ans après mai 68. Mai 68, il y a beaucoup de gens qui parlent de révolution. Vous dites qu'on ne pouvait pas avoir de révolution, enfin que c'était difficile de faire une révolution en démocratie. Vous parlez de révolution quand vous parlez de mai 68? Non. En fait, après là aussi c'est une question de termes, c'est-à-dire qu'il y a la révolution comme moment, comme processus, comme enthousiasme, comme mobilisation, comme temps de politisation, et puis il y a les révolutions comme effet politique, c'est-à-dire changement majeur des règles du jeu, changement des légitimités. Bon. Donc, qu'il y ait eu dans 68 un moment révolutionnaire, ça, certes, effectivement, il y a une effervescence, il y a une politisation, il y a une union des classes, il y a des éléments qui sont propres à la révolution comme moment. Donc, dans sa première phase, qui est un peu la phase de libération. Mais ça n'a pas fait tomber De Gaulle, ça n'a pas fait tomber la Ve République, ça n'a pas modifié l'ordre social, ça n'a pas modifié le capitalisme, ça n'a pas renversé le salariat. Enfin, je veux dire, ça a changé des choses dans l'ordre des mentalités, ça a pu faire une légère inversion de l'ordre des sexes. Donc, il y a eu des effets, mais on ne peut pas parler de révolution. Enfin, c'est la permanence des systèmes politiques, économiques, sociaux au sortir de 68. Et même pendant 68, montre qu'on n'a pas un phénomène vraiment révolutionnaire. On a une effervescence révolutionnaire, on a une aspiration révolutionnaire, on a une ouverture du champ des possibles qui est propre à la révolution, mais qui ne débouche pas sur un effet révolutionnaire. Alors, une dernière question, Mathilde Larère. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christiane Taubira qui affirmait à Libération lundi que l'homme blanc doit faire l'expérience de la minorité? Est-ce que je suis d'accord? Je pense que si déjà il faisait l'expérience de l'égalité, ce serait pas mal. Parce que le problème, c'est qu'il fait l'expérience de la domination sans avoir conscience de l'affaire, ce qu'on appelle le privilège blanc. Moi, je suis pas pour qu'il se trouve en situation de minorité, mais qu'il fasse une vraie expérience d'égalité, déjà ça ferait une sacrée différence. Merci beaucoup Mathilde Larère. Lundi, Pierre Jacquemin recevra la députée insoumise Danielle Obono pour parler de l'actualité politique et des propositions de la France insoumise qu'ils ont fait jeudi dernier lors de leur niche parlementaire. Vous avez une question pour elle? C'est une question pour Danielle Obono que je salue au passage et dont je salue le combat antiraciste. Comment on va faire pour enfin décoloniser ce pays? On lui transmettra la question. Merci beaucoup.